Salam alaikum et salut tout le monde. Dans cette présentation, on va essayer de continuer le cours qui concerne les web services. Et on va entamer bien sûr la partie qui concerne le deuxième type, à savoir les services web de type REST, les Representational State Transfer. Alors, avant bien sûr de définir cette API, donc il faut rappeler que l'idée derrière les services web est de permettre, si vous voulez, la communication entre applications via bien sûr des échanges, si vous voulez, de messages textuels. Et donc, on peut définir que l'API REST, si vous voulez, comme étant un style d'architecture qui exploite le protocole HTTP pour échanger des messages entre applications. On ne va pas bien sûr utiliser de protocole pour la codification des messages, c'est que l'on a fait, si vous voulez, pour SOAP, mais on va juste exploiter les structures des requêtes et réponses HTTP pour définir une certaine sémantique, si vous voulez, entre le client et le serveur. Donc cette sémantique, ou bien ce sens, doit respecter bien sûr quelques normes qu'on va essayer de définir tout à l'heure. Le principe reste, il est très simple. En effet, un client qui souhaite solliciter, si vous voulez, une ressource depuis le serveur, il va rédiger une requête, HTTP bien sûr, qui va contenir trois informations essentielles. Donc la première, c'est l'URI, qui va identifier la ressource au niveau serveur. La deuxième chose, c'est la méthode d'envoi, est-ce que c'est get, post, etc. Et la troisième chose, c'est la valeur du champ accept, bien sûr, de l'entête de la requête HTTP. Donc le champ accept, il va déterminer bien sûr le type de document qu'il accepte en retour. Donc le serveur, lorsqu'il va répliquer bien sûr le client, donc il va, par exemple, il pourra lui envoyer, si vous voulez, un document, et ce document, donc, sous quel format il sera envoyé, bien sûr, c'est le format qui sera spécifié par le champ à accept. Donc comme j'ai dit, le client va rédiger une requête HTTP et l'envoyer bien sûr au serveur. Le serveur, via son API REST, il va faire quoi? Tout simplement interpréter l'URL et donc identifier la ressource demandée. Et par la suite, il va répondre, si vous voulez, le client. Donc il va répondre le client par quoi? Par une réponse HTTP. Alors si la réponse, il doit contenir par exemple un objet ou bien une donnée, donc c'est là en fait il sera encapsulé, si vous voulez, dans le format qui a été demandé, si vous voulez, par le client, à travers bien sûr le champ accept. Donc par exemple si le client a demandé un document XML, donc la réponse sera aussi encapsulée, si vous voulez, en un document XML. Lorsque je dis la réponse, je spécifie ici le document qui sera attaché au corps de la réponse HTTP. Et bien sûr, du côté client, donc tout simplement, il va, via son API aussi, il va essayer bien sûr d'analyser la réponse HTTP bien sûr, et de retrouver bien sûr l'objet qui a été, si vous voulez, sérialisé ou bien qui a été tout simplement encapsulé dans le document spécifié. D'accord? Si c'est un document JSON, bien c'est un document tout simplement XML, bien HTML, etc. Donc via l'API client, bien sûr, il pourra le transformer, si vous voulez, en un objet qui pourra utiliser, bien sûr, dans son traitement. Donc voilà, en gros, le principe plutôt de l'API REST. Donc, comme vous remarquez ici, on utilise HTTP en fait comme une application et pas comme un simple protocole de transport si vous voulez, de messages. Parce qu'on va exploiter ces données, donc à savoir la méthode, le champ accès. Donc, on va exploiter tout simplement la structure de la requête HTTP et aussi de la réponse à HTTP. Voilà. En effet, l'API REST exige d'identifier, si vous voulez, chaque ressource via une URI unique. Ces URI, normalement, doivent, si vous voulez, respecter une certaine convention qu'on verra tout à l'heure. Une autre recommandation, si vous voulez, de l'API REST est d'utiliser, si vous voulez, les verbes HTTP pour pouvoir déterminer, si vous voulez, la nature de la demande et du client. Donc, le serveur, en fait, il va se servir, si vous voulez, des verbes HTTP
pour savoir est-ce que le client, par exemple, demande de récupérer une ressource, ou bien de poster une ressource au niveau du système serveur, ou bien une modification des informations d'une certaine ressource, etc. Donc, selon, bien sûr, le verbe HTTP, get, post, delete, etc. Donc, le serveur il pourra savoir, si vous voulez, l'opération qui est sollicitée par le client. Alors, on pourra imaginer, si vous voulez, un scénario de communication entre un consommateur et entre un producteur de la sorte. Si par exemple un client veut récupérer, si vous voulez, donc une ressource, dans ce cas, ça sera un objet de type bouquin, donc qui est identifié par, si vous voulez, par une référence. Dans ce cas, la référence porte comme valeur le chiffre 1. Donc, il pourra par exemple rédiger une requête get, d'accord, dans la méthode HTTP et get, pour pouvoir dire au serveur que je veux récupérer une ressource. Et bien sûr, comme j'ai dit, les URI doivent bien sûr respecter une certaine convention. Comme vous remarquez ici, donc, on veut bien sûr accéder à la liste des bouquins. Donc, on pourra par exemple écrire, bien spécifier ce service par le terme books, si vous voulez. Donc, le nom en pluriel. Alors, ici, comme j'ai dit, le client va demander, si vous voulez, de récupérer une ressource. Et bien sûr, le serveur, par la suite, il pourra donc répondre à cette requête par l'envoi aussi d'une réponse HTTP. Donc, il pourra mener, si vous voulez, cette réponse par quoi? Par le code d'état, d'accord? Donc, une information qui figure aussi au niveau de l'entête, si vous voulez, de la réponse HTTP. Il pourra aussi, si vous voulez, associer à cette requête aussi un corps, donc une représentation, si vous voulez, de l'objet qui est demandé ici. Donc, par exemple, un bouquin sous un format bien particulier. Donc, le format, c'est XML, soit JSON, soit HTML. Et qui va déterminer ce format, en fait, c'est le client dans sa demande HTTP. Parce qu'il pourra associer, comme j'ai dit, à la méthode et à l'URI, il pourra associer aussi une valeur au champ accept, où il va spécifier quel document donc il souhaite accepter comme retour. Donc, c'est spécifié, par exemple, comme média de retour, par exemple, XML. Donc, le serveur doit répliquer, si vous voulez. Donc, il doit tout simplement encapsuler, si vous voulez, cet objet-là en un document XML et l'envoyer donc associé au corps de la réponse HTTP, bien sûr, vers le client. Donc, ceci est un premier scénario. Pour le scénario d'utilisation de la méthode POST, donc lorsque par exemple le client veut par exemple créer, si vous voulez, un bouquin au niveau du serveur, donc il pourra rédiger, comme j'ai dit, une méthode dans le verbe si vous voulez, HTTP et POST, d'accord. Bien sûr, il doit solliciter le service à travers, bien sûr, cette URI. Et il pourra associer à cette requête HTTP un corps. Donc, le corps de la requête ici, il va contenir quoi? En fait, une représentation, bien sûr, d'un bouquin, d'accord, qui sera bien sûr écrit, cette représentation elle sera écrite soit XML, soit en JSON et HTML, ça dépend. Donc, cette information, bien sûr, elle sera envoyée, comme j'ai dit. Donc, tout ceci consiste en fait, c'est quoi? Donc, une requête HTTP qui sera envoyée, bien sûr, vers le serveur, qui va l'analyser, la traiter, etc. Et possiblement, bien sûr, il pourra, bien sûr, ajouter un bouquin au niveau de son système. Si l'opération, bien sûr, a réussi, donc le serveur, il pourra répliquer tout simplement ici par une réponse HTTP qui contient le code de retour, bien le code d'état 201, bien 204 pour dire que l'opération elle a été effectuée avec succès. Pour le cas d'utilisation de la méthode delete, d'accord, donc ici on demande de faire quoi? Tout simplement si vous voulez, de supprimer la ressource qui est identifiée par la valeur 1, bien par l'ID 1. Si le serveur parvient donc à la supprimer, tout simplement, il pourra aussi envoyer une réponse HTTP qui contient le code, si vous voulez, d'opération, ou bien le code d'état 200, normalement pour dire que l'opération elle a été bien réalisée. Et pour le dernier cas de figure qui concerne bien sûr la méthode put, donc le client par exemple, il pourra demander de mettre à jour une ressource dans le système serveur. Et pour cela, il devra créer une requête HTTP dans le verbe HTTP et put. Et bien sûr, il devra aussi associer à la requête
bien sûr, dans le corps de la requête, c'est donc un document qui exprime les données, si vous voulez, mais qui représente les données mises à jour concernant, bien sûr, l'objet à modifier depuis le serveur. Et bien sûr, le serveur il pourra répliquer par un code d'état pour dire que la modification elle a été bien réalisée ou non. Donc voilà, en bref, un petit scénario de l'utilisation, si vous voulez, des méthodes HTTP, bien, des verbes HTTP, selon bien sûr le concept, ou bien l'architecture, si vous voulez, REST. Alors, une autre recommandation du style de l'API REST est que les méthodes, bien les verbes HTTP doivent être idempotes. Idempotes, ça veut dire quoi? Tout simplement que le fait de soumettre la même requête plusieurs fois ne doit pas changer l'état du système serveur. Donc comment? Je vais prendre un exemple. Supposons par exemple que je veux récupérer la liste des produits. Donc pour cela, je dois saisir bien sûr une requête de type get, bien sûr, et je dois cibler par exemple cette ressource que je demande via cette URL-là. D'accord? Alors, cette première soumission, donc, qui va me permettre de récupérer, si vous voulez, la liste des produits. Donc, je n'ai rien changé à l'état du système serveur. Mais lorsque je soumets, si vous voulez, de nouveau cette requête, donc c'est la même chose. Donc, je vais récupérer la liste des produits et je ne vais rien changer à bien sûr au système serveur. Donc, on pourra dire que la méthode get, elle est idempotent, bien idempotent. Ceci d'une part. D'autre part, si je prends par exemple la méthode delete, si je veux supprimer par exemple un produit qui est identifié par lui, si vous voulez, par l'ID 1, donc je vais soumettre cette requête et il va en fait changer, donc la première soumission, il va changer l'état du système, vu que bien sûr on va réduire cet état par exemple d'un produit. Donc on va supprimer un produit depuis le système serveur. Mais lorsque je soumets, si vous voulez, cette requête une deuxième fois, donc la même, lorsque je vais la soumettre une deuxième fois, qui concerne bien sûr le même produit, si vous voulez, qui est identifié par la valeur 1, donc ça ne va rien changer à l'état du système, vu qu'on tente de supprimer un produit qui a été déjà supprimé. Et le fait encore si vous voulez, de resoumettre la même requête, donc ne va pas changer bien sûr l'état du système. Et ça revient à dire quoi? Que delete aussi, c'est une méthode idempotent. Et pour le cas de put, donc je veux mettre à jour par exemple le produit qui a l'ID 1. Donc la première soumission, en effet, il va changer, si vous voulez, l'état en quelque sorte, vu qu'il va changer par exemple les informations qui concernent le produit. Mais la deuxième soumission, donc il ne va rien changer bien sûr à l'état du système. La troisième aussi sollicitation, si vous voulez, de la même requête ne va rien changer à l'état du système. On pourra dire aussi que put, c'est une méthode idempotent. On arrive à la méthode post, donc qui permet tout simplement, dans ce scénario, de créer par exemple un produit. Donc la première soumission, il va créer un produit. La deuxième soumission de la même, si vous voulez, méthode, bien de la même requête avec la méthode post, il va créer aussi un nouveau produit et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on va répéter, si vous voulez, la soumission de la méthode post, bien de la requête avec la méthode post, on va changer l'état du système serveur. Dans ce cas, on pourra dire que post, c'est une méthode qui est non idempotent. Idempotent. Donc la recommandation REST veut dire, bien existe si vous voulez, que l'ensemble des méthodes qui concernent bien sûr les verbes HTTP, bien les méthodes HTTP, elles doivent être idempotent, sauf bien sûr pour la méthode
post, normalement, qui doit être non idempotent. Voilà. Alors, comme on l'a dit, un client REST pour qu'il puisse communiquer bien sûr avec un serveur REST, ou bien un consommateur pour qu'il puisse communiquer avec un producteur. Donc il doit rédiger une requête HTTP où il doit, comme j'ai dit, spécifier 3 informations essentielles. Donc la première information qu'on a dit c'est le verbe HTTP. Donc il spécifie la nature de l'opération sollicitée par le client. Donc ça peut être get, post, etc. D'un autre côté, le champ accept qui permet de définir le type, si vous voulez, du document qui sera accepté en retour, lorsque bien sûr le serveur va répondre du client. D'accord. Donc là, il peut par exemple spécifier comme type de média du XML, JSON, du HTML, etc. Et bien sûr, parfois, lorsqu'on veut faire surtout des opérations de mise à jour, ou bien, si vous voulez, d'ajout, etc., on devra bien sûr associer au corps de la requête HTTP, bien sûr, une représentation de l'objet qu'on veut modifier ou bien ajouter au niveau du système serveur. Voilà, c'est juste un rappel. Comme réponse HTTP, donc le serveur, bien le producteur doit rédiger, comme j'ai dit, une réponse de la forme, bien de la sorte. Alors, cette réponse, elle doit spécifier, donc ça c'est la recommandation si vous voulez, API, il doit spécifier aussi ce qu'on appelle le code d'état. Et à travers ce code d'état, donc si vous voulez, le client il pourra connaître est-ce que sa demande elle a été bien satisfaite ou non. Et ainsi de suite. On doit spécifier aussi le content type, donc dans les valeurs d'entête de la réponse HTTP. Donc il y a une entrée content type qui permet de déterminer, si vous voulez, la nature du document qui sera envoyé, ou bien qui sera attaché à cette réponse HTTP dans son corps. D'accord? Et donc, comme j'ai dit, si le client il a sollicité comme document de retour, si vous voulez, un document XML, donc la valeur de content type ici doit être de type XML. D'accord? Et bien sûr, le document qui sera attaché au corps de la réponse HTTP, ça doit être une représentation en XML de la donnée qui est sollicitée par le client. Donc il y a le content type, il y a le code d'état et parfois aussi il y a, si vous voulez, le document à envoyer en réponse. Voilà. Donc on arrive, si vous voulez, au code d'état. En effet, l'API REST exige que d'accord, les réponses qui doivent être bien sûr menues, comme on a vu, par des codes d'état. Et ces codes d'état doivent en fait respecter, si vous voulez, la sémantique telle qu'elle a été définie, si vous voulez, par le protocole HTTP. Donc, comme rappel, donc, il y a 5 catégories de codes d'état. Donc, les codes qui commencent par 1, 2, 3, 4 et 5. Les codes qui commencent par 1 sont, si vous voulez, des codes qui expriment, si vous voulez, des informations sur des traitements serveurs. Comme quoi, si je prends par exemple le code 100, donc si le serveur répond par exemple le client par un code d'état 100, ça revient dire quoi? Que le serveur il a reçu l'entête de la requête et il demande au client bien sûr d'envoyer, si vous voulez, bien sûr la suite de la requête, donc le corps de la requête. Si je prends l'exemple de 102, donc il exprime tout simplement que le serveur il a bien reçu la requête et il est en train de la traiter, tout simplement. Pour les requêtes, plutôt pour les codes qui
commence par 2, donc il exprime toujours qu'une action elle a été exécutée, bien sûr, avec succès. Donc il y a le fameux code 200 qui exprime bien sûr que l'opération elle a été bien réalisée. Bien la requête elle a été bien satisfaite. Les codes qui commencent par 3, ça exprime tout simplement que donc une redirection normalement est obligatoire. Donc si je prends par exemple le code 301, donc il exprime quoi? Qu'une ressource elle a été déplacée de façon permanente. Et donc pour pouvoir accéder à cette ressource, bien sûr il faut se rediriger vers une URI si vous voulez bien spécifique. Les codes qui commencent par 4, donc ça exprime toujours des requêtes qui sont invalides, mais côté client, d'accord. Donc il y a le fameux code 404 qui exprime que bien sûr la ressource n'est pas disponible. Par exemple, lorsque on saisit mal, si vous voulez, une URI, donc mal écrite, si vous voulez. Donc, ça exprime, comme j'ai dit, tout simplement une erreur côté client. D'accord. Il y a aussi l'erreur 403, comme exemple, qui permet de dire que la requête elle est valide, mais en fait, le serveur, il a refusé tout simplement, donc en raison de droit d'accès, etc. Donc, les erreurs qui commencent par 5, donc ça exprime plutôt les codes qui commencent par 5, ça exprime en fait des erreurs côté serveur. Donc il y a le fameux code 500 qui exprime bien sûr une erreur interne au serveur. D'accord. Il y a par exemple l'erreur 503 qui exprime que le serveur n'est plus disponible si vous voulez. Et ainsi de suite. Bon, on va utiliser cette sémantique en fait pour exprimer le retour, plutôt les codes de retour vers le client. Et donc, par exemple, lorsque la requête elle est de type GET, le serveur il pourra répliquer par un code 200 lorsque bien sûr il arrive à satisfaire cette requête. Ça veut dire quoi? Ici le client il va demander une ressource et le serveur parvient bien sûr à lui fournir cette ressource là. Donc il pourra associer bien sûr à la réponse le code 200 comme quoi tout est passé à merveille. Ou bien il pourra lui répliquer par exemple par l'erreur 404 lorsque il n'arrive pas à trouver la ressource demandée. Ou bien carrément le code 500 lorsque bien sûr donc il est chaud si vous voulez de préparer la requête, plutôt la ressource au client. Voilà, ce sont juste des exemples possibles si vous voulez de retour, bien de code de retour selon bien sûr la nature de la méthode, bien du verbe à HTTP. Si par exemple je prends un autre exemple, post par exemple, si la requête elle est de type post, donc ici on demande de faire quoi en fait, de poster si vous voulez un objet côté serveur. Donc si le serveur parvient à créer l'objet, donc il pourra répliquer par la suite par le code 201 pour dire que la ressource elle a été bien créée. Sinon, d'accord, il pourra répliquer si vous voulez par le code 400 pour dire que par exemple il y a des erreurs dans les données. Donc on veut par exemple créer un objet, donc on pourra lui passer par exemple les données initiales pour qu'on puisse le créer, d'accord. Et c'est fort possible que ces données sont erronées, donc on n'arrive pas à créer cet objet à cause des données. Donc on pourra répliquer par le code 400 pour dire que il y a des erreurs côté données. Bien sûr, le client pourra interpréter ces codes pour gérer bien sûr, pour effectuer bien sûr les logs essentiels, etc. Donc les logs bien le débogage si vous voulez adéquat. Ou bien tout simplement il pourra répliquer si vous voulez par l'erreur 500 pour dire qu'il y a une erreur interne côté serveur.
Donc, c'est le cas, par exemple, on veut créer un objet et la création, par exemple, il a levé une certaine exception. Donc là, on pourra bien sûr répliquer par le code 500. Voilà, en bref, ce sont les différents, si vous voulez, codes possibles, les codes d'état possibles qu'on pourra bien sûr associer aux réponses HTTP pour exprimer, si vous voulez, si vous voulez, de l'exécution, si vous voulez, ou bien du traitement de la requête client. Alors, on arrive aux conventions qui concernent les URI et les ressources. Comme j'ai dit, l'API REST, il existe que chaque ressource doit être identifiée par une URI qui est unique. Et on va essayer d'expliquer cette convention à travers une étude de cas. Donc, on suppose qu'on a une salle d'exposition qui contient des marques qui concernent bien sûr des voitures et aussi des pièces de rechange de ces voitures-là. Alors, si on suppose par exemple qu'il y a un service qui permet de gérer cette salle d'exposition, donc on pourra prévoir par exemple qu'il y a une méthode getMarks qui permet de récupérer la liste des marques qui figurent bien sûr dans la salle d'exposition. Et donc on pourra par exemple construire, si vous voulez, une URI de la source pour pouvoir dire que l'on demande quoi? La liste des marques. Donc pareil, je peux faire pour les pièces, les voitures, mais je peux aussi spécifier cette liste, ou bien cette liste de ressources à travers bien sûr une query string, comme c'est là. Donc ici, ça veut dire quoi? Je demande parmi la liste des voitures qui figurent bien sûr, bien qui sont exposées dans la salle d'exposition, je veux récupérer seulement les voitures qui concernent la marque Audi. Bien, je veux récupérer les pièces qui concernent bien sûr la marque Audi. Ou bien tout simplement, je veux récupérer par exemple la pièce qui concerne bien sûr plutôt la pièce qui est identifiée par l'ID 15. Mais en effet, ce ne sont pas les recommandations de REST. REST recommande que pour chaque ressource, si vous voulez, la liste de ressources, ils doivent être identifiés par un nom qui est écrit en pluriel. Et donc, marks ici, ça identifie quoi? Si vous voulez, la liste des marques qui figurent bien sûr dans la salle d'exposition. Les marques des voitures, bien sûr. Pièces avec S, donc c'est un nom au pluriel. Donc, ça exprime la liste bien sûr des pièces. Et pour les spécifications, si vous voulez, on doit les exprimer comme une sorte d'information de chemin. Donc ici, par cette écriture-là, si vous voulez, je veux accéder bien sûr aux voitures qui appartiennent à la marque Audi. Ou bien les pièces qui appartiennent aussi à la marque Audi, ou bien tout simplement je veux récupérer la pièce qui est identifiée par l'ID, si vous voulez, 15. Donc en fait c'est ça la recommandation REST, c'est d'exprimer les ressources par des noms au pluriel et de spécifier, si vous voulez, ces ressources par une information de chemin. Voilà. Donc si je veux par exemple mettre à jour, si vous voulez, la liste des marques, donc je dois exprimer la même requête que pour la récupération, si vous voulez, de la liste des marques, mais qui va faire la différence entre les deux requêtes. Donc c'est bien sûr, c'est la méthode d'envoi. C'est la méthode d'envoi qui est associée à cette URI get. Ça veut dire qu'on veut récupérer la liste des marques. C'est la méthode d'envoi qui est normalement est de type post, si vous voulez. C'est qu'on demande tout simplement d'ajouter, si vous voulez, ou bien de poster une nouvelle marque au niveau de la salle d'exposition. Et ainsi de suite. Bon, ça en bref, comment REST recommande, si vous voulez, l'utilisation des URI pour les ressources. Donc, comment les définir, si vous voulez, pour les ressources. Alors, comme remarque, que se passe-t-il normalement? C'est on fait de la lecture avec post, ou bien on fait une mise à jour avec delete, ou bien on fait une suppression avec put. Mais tout simplement, REST ne l'interdit pas. Mais on pourra dire tout simplement que cette application elle ne respecte pas, si vous voulez, les conventions REST, et donc elle n'est pas qualifiée de ce qu'on appelle une application RESTful.
RESTful, ça veut dire quoi? Une application qui respecte toutes les normes qui sont établies, bien sûr, par le style REST. Et voilà. Donc, on arrive à la fin de ce cours et merci pour votre attention.